Bonjour, j'aimerais remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui. Ça va être assez différent de ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Nous allons parler d'animaux et vous allez voir beaucoup d'images sur les ours grizzly, les ours bruns, et dans leur habitat naturel. Lorsque vous voyez l'image d'un ours aujourd'hui, pensez à votre propre pays et savoir si c'est au Népal, en Russie, des jaguars, et pensez à d'autres animaux, des jaguars ailleurs, des ours polaires. Pensez justement à l'ours dans un contexte peut-être national. Alors, je tiens à vous présenter l'équipe avec laquelle je travaille, des scientifiques vraiment qui méritent le plus grand respect. Ce n'est pas mon travail à moi seul, mais de toute cette équipe, et c'est le message aussi à passer aujourd'hui. Il faut vraiment de grandes équipes très qualifiées. Voilà. Alors, un inventaire, un suivi, il suffit de savoir combien d'ours par exemple il y a, il suffit d'un simple comptage? Eh bien, non, c'est peut-être pas suffisant. Il faut savoir quelles sont les ressources que nous gérons dans le monde, ou simplement nous calculons toujours combien de forêt, combien d'arbres, les activités de gaz à effet de serre, toujours quelque chose que l'on cherche à compter. Non, il nous faut bien plus d'informations que cela pour faire un suivi. Mais lorsqu'il s'agit justement des espèces et des espèces menacées, entre autres, on a l'impression que compter suffirait. Alors, non, il faut faire quelque chose d'autre, quelque chose de plus, et c'est ce dont je vous entretenir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut une approche de suivi intégré, de paysage, de conditions environnementales et de la santé des espèces menacées. Pensez à votre propre vie. Par exemple, si vous vous aviez le déjeuner que nous avons eu aujourd'hui tous les jours, et ensuite vous ne pensiez qu'à vous asseoir devant la télévision et jour après jour, évidemment, est-ce que votre santé ne subirait pas une évolution des changements? Et alors, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme fait par exemple au paysage. Est-ce qu'il y a des changements aussi anthropomorphiques qui ont des effets sur la santé des espèces? Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Comment nous menons à bien cette évaluation, ce suivi? C'est vraiment le travail le plus passionnant que j'avais fait dans toute ma carrière. Nous voulons faire ce type de suivi, comprendre quel est le rapport entre la santé des ours et le paysage. Nous avons fait un suivi du paysage avec justement des cartes des habitats et des paysages, et avec un système de télédétection. Nous avons commencé par des petits territoires que nous avons ensuite élargis pour avoir une cartographie plus complète de tout l'habitat des ours bruns dans notre province. C'était pas très facile au départ, et peu à peu on a affiné la méthode. Voilà ce que nous avons maintenant, un exemple ici avec différentes couches de données par télédétection, comme on a pu faire ailleurs, et ça nous donne donc un produit continu, sans interruption, parce que les animaux ne reconnaissent pas nos frontières, qu'elles soient régionales ou nationales, donc il nous fallait justement une carte continue, sans interruption, avec cette résolution de 30 pixels. En même temps, nous avons étudié ces animaux qui peuvent vivre sur des cycles jusqu'à 30 ans, donc il faut non seulement mesurer leur santé, il nous faut aussi comprendre l'histoire de leur exposition à leur environnement, et il a fallu étudier par exemple l'oscillation des signaux du Pacifique, l'oscillation des températures sur des décennies. Nous avons aussi compris qu'il nous fallait des mesures environnementales, mais au niveau annuel, des déviations, des normales, et par exemple sur un vaste domaine de 1000 km, savoir quels sont les différents écosystèmes, les modèles de sens du vent et de l'humidité ambiante, etc. En même temps,
Nous savons que les êtres humains jouent un rôle important sur le paysage. Nous avions des paysages, des activités minières qui affectent le paysage, des feux, des troubles justement qui apportent un impact tel que les orages, l'exploitation minière ou pétrolière, et tout cela affecte le territoire sur lequel vivent les ours. Donc nous avons dû savoir, nous demander comment mesurer tous ces changements au niveau du paysage. Et on a proposé des systèmes pour suivre les changements du paysage annuel. Et voici un exemple. On voit justement le niveau de changement dans un habitat tel que celui-ci et savoir justement quelle est l'importance, quel est l'impact pour les animaux qui vivent dans ce paysage. Et ce n'est pas simplement une question de les compter. Donc, voilà, nous avons voulu savoir si le changement avait un impact beaucoup plus grand dans un temps beaucoup plus court. Donc avec de nouveau des techniques de télédétection, on a pu mesurer des changements de paysage sur des cycles de 16 jours. Donc nous avons deux échelles différentes de changements annuels et changements sur 16 jours. Alors, tout cela, le gouvernement de l'Alaska a demandé justement, par marge de tout cela, de compter les ours, et donc nous avons utilisé des méthodes d'inventaire par marquage et recapture de l'ADN sur des fils de fer. Nous avons collecté des poils d'ours et nous avons des estimations de la population. Nous avons également utilisé ces techniques qui sont bonnes, mais de nouveau, il s'agit de compter les animaux. Alors, ici, je vous montre, oui, évidemment, on a des estimations très précises, combien d'animaux sont passés par là, mais ça coûte 2,4 millions de dollars sur 5 ans pour avoir une estimation. Donc là, dans cette province, c'était la première que l'on a faite, et donc ça me demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et finalement, en fin de compte, on n'a toujours aucune idée de la notion, est-ce que la population augmente, diminue, est stable? Donc, vous savez qu'il y a des changements, il y a des ours là qui sont là, des populations qui sont plus importantes, moins importantes, mais quelle est la tendance en fait? Le suivi des tendances de population demande beaucoup d'argent et de temps. Et si vous êtes un statisticien, il vous faut différents points de données et vous savez que cela coûte très très cher pour une seule espèce en plus. Alors, notre équipe a décidé qu'il fallait suivre plus que les nombres, enfin qu'il fallait voir quelles sont l'évolution dans un environnement constamment changeant. Alors, nous avons voulu suivre la santé des espèces menacées. Est-ce que notre utilisation, nos changements au niveau de l'environnement a une influence sur les paramètres de santé des ours grizzly? Et nous savons que les changements au niveau de l'environnement ont un impact sur la santé humaine. Et est-ce que justement le stress à long terme peut avoir un impact négatif sur les populations des ours de grizzly, de se remettre, d'augmenter leur population? Et pourquoi le stress? Et ça aussi c'est important. Nous souffrons tous de stress dans notre vie. Nous savons ce que c'est. Nous savons que le stress sur les êtres humains a des impacts négatifs sur la croissance, le développement, la reproduction, les fonctions immunitaires. Tout cela, évidemment, a un impact négatif sur la santé. Et nous pensons que également cela a un impact sur la santé et la survie des espèces et des ours. Donc le stress à long terme certainement affecte la survie de ces espèces. Et pensez justement aux animaux de votre choix dans votre propre pays, peut-être pas forcément, mais des pandas, des jaguars, etc. C'est la même chose. Et là, il nous faut un certain nombre d'années pour développer des nouvelles techniques pour mesurer le stress chronique. Et évidemment, nous n'avons pas mis tous les œufs dans un même panier, nous avons diversifié nos méthodes, nous avons voulu voir justement les marqueurs du stress dans le sérum sanguin. Alors à ce moment-là, il fallait prendre des échantillons sanguins que l'on envoyait dans un laboratoire, dans un autre
une autre province du Canada. Je ne sais pas, certainement les traducteurs, les interprètes auront beaucoup de mal à me suivre là, donc on a fait la séparation du sérum, des cellules sanguines, et nous avons dû voir quels étaient les marqueurs de stress avec des microarrays de protéines. Nous, justement, on prend des échantillons de peau, on fait des biopsies de la peau pour avoir ces échantillons, et on les traite, et on fait ce que l'on a fait, on fait une biopuce pour le calcul de ce stress avec justement des marqueurs qui nous donnent justement des lectures de stress. Et en même temps, vous savez, 2,4 millions de dollars pour compter les ours. Moi, j'ai des boîtes dans mon bureau plein de poils d'ours. Qu'est-ce qu'on peut en faire, me suis-je dit? On peut en faire quelque chose de plus, probablement. Donc, on a évidemment développé une technique pour voir quelles étaient les mesures de cortisol dans ces poils d'ours, puisque c'est un marqueur du stress chronique. C'est uniquement pour le cycle de croissance du poil qui se renouvelle annuellement. Donc ça mesure le stress auquel l'animal a été exposé pendant l'année, alors que les échantillons de sérum sanguin nous permettent de mesurer le stress à plus long terme. Donc, sérum sanguin, peau, poil, voilà, le cortisol du poil, voilà comment nous avons mesuré le stress. Et qu'avons-nous trouvé? Eh bien qu'il y a un rapport entre la santé et l'environnement. L'environnement dans lequel l'ours vit affecte sa santé. C'est facile à comprendre. Donc la possibilité d'un ours de se développer est affectée par son environnement. Et son environnement est affecté par différentes choses, par exemple les événements climatiques, la nourriture et aussi les changements anthropogéniques, la façon dont nous travaillons dans les forêts, dont nous changeons le paysage, etc. Tout ça a une incidence sur la santé des ours. Nous sommes aperçus aussi qu'il y avait des relations entre le niveau de stress et leur environnement. Au fur et à mesure que nous changeons leur environnement, il y a des mesures de stress qui sont de plus en plus importantes. Et finalement, nous avons vu que le stress est définitivement, directement lié à la santé. Donc, un niveau élevé de stress, de mauvaises conditions de santé, un état de santé qui laisse beaucoup à désirer chez les ours. Alors, ce que je suggère, c'est qu'il faut penser au-delà du nombre, du comptage d'une population, parce que toute espèce dont nous parlons, des espèces menacées, eh bien, nous pensons que ce serait intéressant de les compter. Mais toute espèce, quelle que ce soit dans votre pays, dans votre communauté, dans votre région, et justement offre une importance pour la population. Il faut savoir qu'il y a de nouvelles techniques pour mesurer l'évolution des populations, non seulement le comptage, et pour savoir quelles sont les caractéristiques de santé des animaux. On peut faire un check-up, si vous voulez, de ces animaux. C'est quelque chose de tout nouveau. Et ne pas se contenter de les mesurer, d'essayer de voir quelles sont les tendances de croissance ou non de la population. On mesure toute une série de paramètres comprenant l'évolution du paysage, les conditions environnementales de l'habitat des animaux. Et il nous faut une approche multidisciplinaire. Ce n'est pas simplement la faune et la flore sauvage. Voilà, il y a des experts de télédétection, il y a des experts de calcul du stress, etc. Toute une équipe multidisciplinaire qui travaille. Alors, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il nous faut des approches intégrées pour permettre justement de suivre les espèces, de même que les paysages que nous partageons avec ces espèces. Nous avons donc l'obligation de suivre cela non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour la faune et la flore qui partagent les habitats avec nous. Voilà, merci.